Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Olympique de Marseille, victoire étriquée 1-0 de nos Lensois dans une partie très tactique, assez fermée en première et assez symptomatique du souci lensois depuis le début de la saison, c'est-à-dire une inefficacité dans la construction offensive qui a encore été flagrante hier soir. J'ai vécu quand même un bon moment au stade parce que il y avait beaucoup de pression et il y avait un stade qui vivait le match et c'était assez impressionnant. Mais voilà, il y a quand même une incapacité chronique à créer quelque chose. On va en discuter. On va parler aussi de la première des line à lui en tant que titulaire, etc. En tout cas, c'est une victoire très importante dans l'histoire de cette saison. J'en suis persuadé. On en reparlera aussi dans le débrief, dans la conclusion. On va commencer déjà par le 11 de départ avec Brice Samba, le quatuor des merveilles, Brice Samba, Gradit, Danso, Medina, à droite Aguilar avec un masque à la Frankowski, il s'est pété le nez à l'entraînement avant le match avant le match de Coupe d'Europe. Il n'était donc pas disponible, j'avais pas vu l'info quand j'ai fait la vidéo. Merci pour ceux qui m'ont informé en live par commentaire. Et puis à gauche, Massadio Aïdara, un milieu de terrain expérimental composé de Samed et Del Ainaoui. Première titularisation pour le jeune U23 marocain. Et puis derrière Eli Wahi, Thomasson et Sotoka. Alors ce que j'ai pensé de ce 11 de départ, c'est que El Ainaoui, c'est presque naturel qu'il ait sa chance. Alors, il a sa chance que parce que Nampalys Mendy était blessé, ce qui veut dire que Francaise comptait aligner un milieu de terrain Abdul Samed, Nampalys Mendy. Bah, je suis désolé, non, pour moi ça marche pas et je trouve que c'était une mauvaise idée clairement. Je sais pas l'issue du match avec ce milieu, hein, c'est du foot fiction, mais je suis pas convaincu du tout de ce duo extrêmement identique dans le profil de joueur. Pour moi, ça matche pas, quoi. Dans des matchs où il faut être fermé, etc. Mais là, t'es à domicile, tu peux pas jouer avec un doublon extrêmement similaire de joueurs hyper défensifs et peu créateurs. Et donc, la blessure de Nampalys Mendy a propulsé l'Ainaoui titulaire. C'est aussi un message envoyé à Andy Diouf. Clairement, c'est compliqué pour lui parce que il aurait été logiquement le titulaire il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est l'Ainaoui qui a pris la suite. Je pense que c'est un très gros message envoyé au jeune Andy Diouf qui va devoir un petit peu sortir les doigts les fingers of the ass pour reprendre une place de titulaire parce qu'il l'a clairement perdu depuis le début de la saison. Le reste c'est du classique. Alors je profite de la compo pour parler un peu du cas Fetou Mawassa. En conférence de presse, Francaise a clairement exprimé le fait que l'absence de Fetou Mawassa dans les groupes ou le fait qu'il joue très peu est un choix sportif et non un aménagement par rapport à son physique. Et ça, c'est extrêmement important. Il a clairement dit qu'il avait privilégié d'autres choix. Bah écoutez, moi je comprends pas. Parce que en début de saison, il dit que Massadio Aïdara va être clairement un défenseur central. C'est son poste de prédilection. Pour au final bricoler avec lui en piston où il est peu à l'aise. Et son déchet technique est criant. On parlera de sa prestation d'hier tout à l'heure, mais en général c'est pas ça, quoi, ça va pas du tout, même s'il est hyper défensif. Le problème aujourd'hui, c'est que si t'as des pistons hyper défensifs, et pour moi c'est une des bases de tes attaques, puisque tu centres beaucoup, tu combines beaucoup sur les côtés, bah t'es handicapé sur un côté, donc je comprends pas trop, moi j'ai pas mal parlé avec des supporters rennais et des supporters montpelliérains qui ont vu Mawassa être prêté la saison dernière et faire une saison plus qu'honorable avec Montpellier, même si le classement était pas là, il a été un des rares joueurs avec Eli Wahi à performer dans cette équipe, et Joris Chotard également aussi. Il y a une incompréhension. Pour les Rennais, je pense que voilà, ils m'ont dit que c'était incroyable, même si ils jouaient pas en Suisse, c'était incroyable de voir Mawassa ne même pas être dans le groupe à Lens.
C'était un symbole de l'équipe rennaise, c'était un des meilleurs pistons gauche de Ligue 1, un capitaine du Stade Rennais, qui est pas n'importe quelle équipe en Ligue 1. Et voilà, ils comprennent pas. Pour eux, il y a quelque chose d'extra sportif, ou un message envoyé par Franck Hayes à sa direction qui a été le chercher. Euh, pour les Montpelliérains, c'est pareil, parce que il a une petite blessure avant d'arriver, mais pour eux, il ferait clairement le boulot dans la rota avec Machado. Donc pour moi, c'est extra sportif, c'est pas que sportif. Parce que pour moi, tu peux pas partir du principe que Mawassa il est derrière Aïdara en piston, je parle. C'est complètement what the fuck, quoi. Enfin, c'est. Moi, j'ai vu jouer Fetou Mawassa à Rennes, je suis désolé. Il a 3 Aïdara dans chaque jambe en, au poste de piston, je parle, hein, clairement. Donc je comprends pas. Voilà. Clairement, je comprends pas. À suivre, mais de toute façon, tu peux pas faire la saison avec Daver Machado et Massajo Aidara dans une compo, dans une rota de piston, c'est pas possible. Moi, je peux pas le comprendre, ça. Je peux pas le comprendre. Si Machado se blesse, c'est Aidara qui va faire le jeu en piston. Bah, laisse tomber, on va tout passer par la droite et les équipes vont fermer à droite et laisser Aidara santé au 4e poteau avec son pied gauche moisi. Donc, non, moi je suis pas d'accord. Bah, après, il s'en fout, Franck, est-ce que je suis pas d'accord, mais clairement, c'est. Voilà. C'est une des incompréhensions, bon bah c'est tout, c'est comme ça, hein, mais compliqué, compliqué. Et puis après, bien sûr, Aguilar à droite qui pour moi fait un peu une cabot. C'est-à-dire que Cabot avait grignoté un petit peu Frankowski avant de se lourdement blesser. Là, pour moi, on est un peu dans la même configuration. Ruben Aguilar fait des prestations, somme toute, très intéressantes les unes après les autres. C'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de bouteilles, qui a une grande connaissance du très haut niveau, puisqu'il a joué la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Et c'est un joueur qui a côtoyé de très, très près l'équipe de France. Euh, Moi, je pense qu'il est en train de grappiller du terrain sur Frankowski. Je pense qu'il aurait été titulaire face au PSV Eindhoven si c'était pas blessé. Euh, D'ailleurs, Frankowski, je pense que la concurrence le pèse parce qu'on n'a jamais connu Frankowski aussi moisi que quand il a une concurrence forte. Il est plus relâché quand il y a personne derrière lui, mais quand ça pousse derrière lui, il est déstabilisé et c'est un peu le cas en ce moment. Donc c'est vrai qu'en tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes sur le niveau de Frankowski en ce moment et Aguilar, lui, enchaîne les prestations de bonne facture. Donc pour moi, la titularisation est logique, même s'il avait un masque, c'est un peu plus compliqué. Et puis devant Eli Wahi, c'est malheureux pour lui, mais il a deux milieux de terrain qui ne le servent pas et qui ne servent pas à grand chose de temps en temps. C'est Thomasson qui pour moi est hors du coup totalement. Et puis Sotoka irrégulier. Pour moi, j'attendais pas un festival offensif de ce match-là en voyant la compo de l'attaque. Pardon, je tousse un peu. C'est l'automne, bientôt l'hiver. On tousse ça. Mais voilà. La compo est logique, mais l'animation offensive, dès que tu vois la compo, tu sais que ça va être la merde, quoi. Clairement. Clairement. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Brice Samba. Bah, il fait un bon match, Brice Samba. Il a rarement été mis en difficulté. Parce que clairement les Marseillais ont été à chier, mais en tout cas ses relances étaient bien meilleures que ces dernières semaines. Il a bien soigné son jeu au pied et ses relances à la main. Il n'a pas hésité à allonger quand il fallait, parce que c'est ce qui s'est passé aussi face à Eindhoven où il n'a pas assez allongé. Là il a quand même beaucoup plus allongé. Moi j'ai trouvé sa prestation solide avant le rassemblement des Bieux, ça doit y faire du bien. J'ai mis la note de 8 à Danso. Bah, il fait un très bon match, Danso. Blessé, il avait un gros bandage. On en saura de plus, je pense, début de semaine. Il a été costaud. Il a pocket Vitinha. Il a pocket ensuite tous ceux qui se sont présentés face à lui. Peut-être moins dans l'offensive. Il a mis un bon coup de tête sur un coup franc ou un corner. Je crois que c'est un coup franc, si je dis pas de conneries. Où il met un énorme coup de casse, ça passe au-dessus. Bon, il n'est pas chanceux au niveau des coups de pied arrêtés, alors qu'il est assez puissant. Mais voilà, il va un jour pouvoir marquer sur coup de pied arrêté. Et c'est quelque chose
de très important pour lui, je pense, parce qu'il a la capacité d'être décisif de la tête. En tout cas, le match a été de très bonne facture. J'ai mis la même note à Medina. En ce moment, Medina, il marche sur l'eau. Hein. Moi, j'ai trouvé son match nickel de bout en bout. Nickel de bout en bout. Très peu d'erreurs. Une seule relance un peu ratée. Il a encore été décisif dans les animations, ce qui est pas normal. En soi, il doit pas être l'instigateur des attaques. Pour moi, c'est inadmissible. Que ton défenseur soit quasi dépositaire de ton jeu offensif, c'est pas normal. C'est qu'il y a un problème devant. Voilà, il peut aider, il peut créer du bonus, mais pas être le facteur X de l'équipe. C'est pas normal. Ça, c'est un truc qui est pas normal. Et puis, défensivement, il a été super bon, encore une fois. Incroyable. Incroyable, cette vitesse, cette puissance, cette vista dans la récupération du ballon, cet apport offensif aussi, il faut le dire. Mais franchement, c'est génial. J'ai mis la note de 9 à Grady. Bah ouais, excellent match. C'était un cadeau pour lui. Il le méritait. Il a été buteur. Il a encore fait une partie exceptionnelle. Il a réussi à combiner avec Aguilar et Sotoka. Alors, pas mal Aguilar plutôt que Sotoka, qui a été très très absent. On va en parler après. Mais en tout cas, le match, il est grandiose. Et ça se termine par une apothéose, un superbe but de la tête. Il va s'arracher pour la mettre. Ce but, il est importantissime pour l'équipe. Et voilà, c'est mérité. Pour moi, c'est un des cadres, un des symboles de l'équipe dont on parle très très peu, je trouve, sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup de Sotoka, mais moi je le mets dans le lot. Hein. Gradit, c'est le symbole. C'est une des plus belles recrues de ces 10 dernières années parce que c'est un joueur qui vient de nulle part aussi, qui a été formé à Bordeaux, qui s'est un peu perdu, qui s'est retrouvé à Caen où il enchaînait des matchs plutôt sympas. Et aujourd'hui, il joue la Ligue des Champions avec Lens. Il est jamais ridicule, même en Ligue des Champions. En Ligue 1, il tient la baraque. Et en plus, il peut se permettre maintenant de marquer. Je veux dire, voilà, peut-être que ça va lui donner des idées pour monter sur les corners, parce qu'il arrive à faire des choses. Donc voilà, franchement, c'est vrai que ça me rappelle le but d'Eduardo face à Marseille. Ça ressemble un peu à ça. J'étais d'accord avec un peu le tweet du club. Il y a une forme d'analogie, clairement. Et voilà, c'est mérité. C'est une prestation, encore une fois, XXL. On est aussi dans une espèce de forme de régularité défensive parce que tes 3 défenseurs qui ont été les meilleurs d'Europe la saison dernière, pour moi, parmi les meilleurs d'Europe, ils ont repris ce niveau-là. Et ça change tout. Ça fait de Lens une machine très difficile à mettre en déroute. Et on peut se permettre de faire des matchs un peu plus à l'arrache où on marque peu. Mais le problème là, c'est que pour marquer, il faut de l'animation offensive. Elle est inexistante de ce côté-là, côté lensois. J'ai mis la note de 7 à Aguilar. Il fait un bon match, Aguilar. Alors, en première mi-temps, il centre un peu moins qu'en deuxième, mais j'ai trouvé qu'après, ses centres étaient très dangereux, tous dangereux. Il a été dans l'abnégation défensivement, il a été là. Oh ouais, non, même pas 7. Donc, je mets 8. Je suis désolé, je mets 8 parce qu'en fait, il fait un très bon match. Parce que j'oubliais la partie défensive où il a été très 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 intéressant, où il a chippé une paire de ballons. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Donc c'est vrai que 7, bon, je voulais mettre un peu plus en dessous que la charnière qui était remarquable, mais au final, non. Je mets la note de 8. Il a fait un très bon match. Une fois n'est pas coutume, franchement, je le mets. J'ai mis 7 à Idara. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Défensivement, il a été plutôt intéressant. Offensivement, il a eu quelques bons ballons à essayer de mettre. Il a essayé de combiner. Pour une fois, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Maintenant, c'est pas son poste du tout, quoi. Donc c'est vrai qu'on jouait beaucoup plus à droite qu'à gauche. Ça pose quand même un problème. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir un vrai piston gauche derrière Machado, quoi. Voilà, moi je le dis sincèrement. J'espère qu'on verra Mawassa et j'espère pas qu'il partira avant la fin de cette saison parce que ça serait, ça serait triste. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 à Abdoul Samed. Clairement, il fait un bon match. Hein. Alors, je trouve que associé à un box-to-box qui arrive à faire du box-to-box, il est plus relâché, il est plus dans son jeu défensif de nettoyeur de ballon, le jeu à la Doucouré, clairement. Et sincèrement, je trouve qu'il fait une bonne prestation.
Alors il a toujours ses passes vers l'arrière, mais là en fait ce qui était bien c'est qu'il donnait pas mal de ballons à El Anaoui qui lui facilitait le jeu vers l'avant. Du coup moi je trouve que sa prestation elle est bonne quoi, donc c'est bien, tant mieux. Tant mieux, mais je pense qu'il est dépendant. Il est dépendant du milieu de terrain qui est en binôme avec lui, je pense. Voilà. Et je trouve que là, Andy Diouf, Nampalys Mendy, c'est compatible. Samed et Lainaoui, c'est compatible aussi. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein, j'ai mis la note de 8 à El Anaoui, fait un très bon match. Voilà, alors une deuxième mi-temps un peu plus effacée parce qu'il n'a pas le rythme pour jouer 85-90 minutes. Mais sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est la conclusion d'un cheminement depuis quelques matchs où les prestations m'ont beaucoup plu. Il a assuré, il a saisi sa chance. Je pense qu'il a rebattu totalement les cartes. Pour Franquet, je pense qu'il l'a clairement dit, il a saisi sa chance et il a réussi à la saisir et de bonne manière. Des dribbles intéressants, des passes intéressantes, des récupérations puissantes, des provocations de fautes. Il est sur l'avant où il met une tête. Tout ça, c'est hyper complet et c'est hyper intéressant. Il joue sans pression, lui, comparé à un Andy Diouf qui a beaucoup de pression, les 16 millions, les a sur le dos, on le sent. Puis ce statut remplaçant de Seko. Mais El Anaoui, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un style beaucoup plus aérien que Seko Fofana. C'est très élégant balle au pied. Il n'hésite pas à frapper, il fait une jolie frappe. Et voilà, moi je trouve que c'est super et j'ai envie de le revoir encore une fois sur de la titularisation. Je pense que ça va être le cas parce qu'il a clairement toqué à la porte de Francaise là. Après, clairement, tout le monde l'avait dit, hein, tous les supporters nancéens avec qui j'ai discuté l'avaient dit, ils le voient exploser en Ligue 1. Mais il va exploser, c'est sûr et certain. Il y en a un qui n'a pas explosé, clairement, c'est Thomasson. Hein. Il a fait un mauvais match, Thomasson. Voilà. Alors, en plus, je vais en parler maintenant. Sa sortie sur Eli Wahi, il aurait pu se la carrer où je pense. Parce que quand tu es incapable de donner un ballon vers l'avant à ton attaquant et que derrière sur RMC, tu te permets de dire que c'est un petit bébé qu'il faut tenir par la main, mais toi, faut pas te tenir par la main pour réussir une passe et faire un contrôle correct. Je suis désolé, mais non, je suis pas d'accord. Là, je pense vraiment que Thomasson, il se rend pas compte de son niveau. Il fait un mauvais match. Il n'a pas été bon du tout dans le registre qu'on lui demande. Milieu de terrain offensif, créatif. D'ailleurs, il est sorti assez vite. Lui et Sotoka, d'ailleurs. Mais non, tu te permets pas de dire ça à un gamin qui, lui, sur une des rares actions où il a eu un ballon, a été très dangereux. Donc, même si le contrôle est un peu long, on en parlera après. Il fait le geste qu'il faut et derrière, il est dangereux. Donc, non. Moi, je suis désolé, mais faut pas parler comme ça. Faut pas parler comme ça. J'ai mis la même note que à Sotoka. Il a fait un match à la Thomasson, hein, très peu en vue, très peu bon techniquement, très peu dans la passe, pas très bon non plus. C'est du petit Sotoka malheureusement, et moi j'attends mieux de Sotoka parce qu'il est capable de nous sortir des masterclass. Donc voilà, je suis assez déçu de ce binôme qui n'a pas fonctionné du tout et qui a handicapé le jeu offensif de l'équipe. Ils sont sortis tous les deux très tôt, c'est pas anodin du tout. J'ai mis la note de 4 à Eli Wahi. Je suis obligé, j'ai pas le choix, le match est insuffisant. Maintenant, à sa décharge, je viens de le dire, il a été très peu servi. Parce qu'à chaque fois qu'il a été bien servi, c'est passé quelque chose. Son contrôle un peu long, où derrière il fait une petite touche, petit pont, derrière il enchaîne avec une frappe. Si c'est cadré, c'est but. Malheureusement, il cadre pas. Les rares ballons qu'on lui a mis dans l'axe, où il a eu un petit peu un bon tempo dans la passe, il a fait un contrôle, il a réussi à se mettre vers l'avant, il décale Sotoka qui recentre. C'est le seul centre correct qu'a fait Sotoka. Il est un peu court pour le prendre de la tête, mais on sentait la rage en lui. Et voilà, mais il doit montrer plus offensivement, je suis d'accord. Mais dans le pressing, il y avait du mieux. Moi, j'ai trouvé qu'il avait pressé de manière intelligente. Ça commence à rentrer. Mais voilà, il doit être mieux servi que ça. Ça me fait penser à un moment donné au Penda, qui était très mal servi. Le problème, c'est que la différence avec Eli Wahi, c'est qu'au Penda, tu pouvais l'envoyer à l'orbite, il allait bouffer en vitesse la défenseur adverse. Là, Eli Wahi, c'est pas du tout le même gars. Faut jouer un petit peu plus dans les pieds ou dans des balles en profondeur, mais quand même beaucoup, enfin pas des casse-pipes à la Openda où il est rattrapé par sa vitesse. Mais sincèrement, moi j'ai foi en Eli Wahi.
Je vois beaucoup de tweets où il parle d'implication, de nonchalance. Moi, je suis désolé, sur le but de Grady, il saute tout en haut de la match joueur. À la fin du match, quand il siffle la victoire, il serre les poings, il bondit. Euh, Sincèrement, c'est génial. C'est génial et, euh, et ça va être un truc de malade. Quand il va vraiment exploser, moi je suis sûr qu'il va faire très 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 mal, mais il faut qu'il soit beaucoup beaucoup mieux servi. Les remplaçants, j'ai mis la note de 6 à Machado, il fait une entrée correcte. Ah, et à un moment donné, il fait un centre au troisième poteau, mais après ça a été mieux. Je l'ai trouvé plus puissant que Haïdara, même s'il n'a pas forcément tout le temps fait les bons choix. Défensivement, il a su résister et prendre des ballons. Bon, j'attends mieux de Machado, mais il est rincé physiquement, donc faut pas en attendre beaucoup non plus pour l'instant. Mais en tout cas, l'entrée était pas catastrophe. Une entrée qui était beaucoup plus catastrophique, bah, c'est Guy Lavogui, hein, une mauvaise entrée. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Alors oui, il y a des fois où il combine. On met les contrôles. C'est catastrophique en vrai. C'est catastrophique en vrai. Tu peux pas faire sortir tes milieux de terrain offensifs pour faire rentrer un gars de Ligue 2 qu'à ce niveau-là technique. À Lens, c'est plus possible. À Lens il y a 5-6 ans, oui, Guy Lavogui, il est titulaire, si tu veux, mais on a eu Nani Zayamo et j'en passais des meilleurs. Mais clairement, oui, Guy Lavogui, j'ai l'impression que c'est un joueur de l'ère avant Gourlian, en fait. C'est clairement ça, quoi. Le mec, trop léger physiquement, trop léger techniquement, enfin physiquement non, mais je me comprends, trop léger techniquement surtout, pas physiquement, je corrige, trop léger techniquement, trop léger dans la finition, dans le jeu avec ses comparses, il a pas le niveau, voilà. Alors après, je sais bien, tout le monde est en train de à fond les ballons parce que comme ça fonctionne bien au club, que c'est une ère brillante, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais je suis désolé. Il a beau être gentil, il a vogué, il a pas le niveau du tout. Il a pas le niveau du tout. C'est une entrée qui est pour moi d'une mauvaise qualité. C'est hallucinant. Comment veux-tu donner un coup de fouet à ton attaque alors que t'es pas bon sur 70 minutes en faisant rentrer Guy Lavogui? Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je suis désolé, mais. Et il a 25 ans, hein. Il va avoir 26 ans pendant la deuxième partie de saison. C'est pas un jeune joueur. Je le dis parce qu'il y en a beaucoup, ils pensent qu'il a 22, 21, 22 ans. Non, non. C'est un gars qui a déjà de la bouteille. Non, je suis désolé, non. Je suis désolé, non, c'est pas possible. J'ai mis la note de 7 à Fulgini. Bah, j'ai trouvé son entrée très intéressante. Déjà, il fait une passe décisive, mais pas que. J'ai trouvé dans l'abnégation, il a récupéré des ballons, il a mis du peps, là où Thomasson était éclaté au sol. Lui, c'était quand même mieux. Alors, le problème, c'est que des fois, Fulgini, physiquement, il saute comme un popcorn, mais j'ai trouvé que dans la technique, les remises des ballons, dans l'énergie qu'il a donnée, il y a eu quelques ballons chauds, des centres intéressants. Moi, je trouvais que l'entrée était bonne. Voilà. Mais c'est ce qu'on demande, hein. C'est moi, je veux ça en milieu de terrain offensif. Je veux un gars qui crée des choses et pas juste deux défenseurs derrière l'attaquant pour venir presser. Ça, c'est nul à chier. Enfin, franchement, c'est pas Lens. Moi, je suis désolé, mais c'est pas ça, Lens. C'est pas ça, Lens. Moi, non. Ça me plaît pas du tout. J'ai mis la même note à DPDC. Bah, il fait une bonne entrée aussi, hein. Il est à l'origine du corner qui amène le but. Il fait un superbe grand pont long de la ligne. Bah, c'est bien. C'est comme je l'ai dit sur Twitter, il revient des ténèbres où il s'est logé pendant 6 mois. Alors beaucoup disent on l'a envoyé là-bas. Non, non, il s'est envoyé tout seul dans les ténèbres avec des prestations indignes. Bah, il va falloir qu'il bosse, qu'il continue à franchir les étapes pour redevenir le petit prince de la Gaillette. Moi, je vois des choses encourageantes. Clairement, je l'ai assez tapé comme ça pour ne pas non plus être objectif. Son entrée est bonne et elle a apporté. Et il n'est pas, comment dire, il n'est pas indifférent au fait qu'on remporte ce match. Voilà, moi je le dis clairement. J'ai mis la note de 8 à Wesley Saïd. Ah ben voilà, Wesley Saïd, ça m'a plu. Très bonne entrée, il a apporté tout de suite, il s'est passé des choses. Techniquement, il est intéressant, il a provoqué aussi des fautes et il a été mieux servi. Alors j'aurais préféré voir Fulgini avec Eliwayi pour voir un peu, je paierais pour voir, ça aurait été intéressant. Mais clairement, voilà, il fait une très bonne entrée. Il fait une très bonne entrée et c'est bien, tant mieux.
Il faut apporter un peu de concurrence et puis un peu créer des émulations parce que devant c'est chloroformé carrément. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Il faut qu'il y ait une meilleure émulation offensive devant parce que c'est très compliqué. Alors, match shadow. DPD c'est Fulgini, Guilavogui, Saïd. Bah, je les ai fait toutes. Voilà, c'est terminé. J'ai mis la note de 7 à Francaise. Bah ouais, le coaching est bon, puisque ça a créé une émulation offensive et derrière un but sur un service de Fulgini. L'arbitrage, ouais, correct. L'arbitrage correct. Moi, je trouve que ça va. Benoît Bastien, il a pas non plus fait d'erreur. Voilà, bon, il y a peut-être des petites fautes un peu par-ci, par-là, pas trop bien sifflé. Mais moi, je trouve que la partie était relativement correcte de la part de cet arbitre. Par contre, moi, je suis désolé. Cataclysmique, Marseille. Cataclysmique. Moi, je comprends la fureur de Gattuso. Parce que je pense pas qu'il ait demandé à ses joueurs de fermer le jeu et de faire les putes toute la première mi-temps, où ils ont totalement refusé le jeu. En deuxième mi-temps, ils ont voulu sortir de leur coquille parce qu'ils se sont dit on finit à 0-0 en fin de première, on va y aller en deuxième. Et puis quand ils ont vu que c'était le hérisson et qu'il passerait jamais, hop, terminé, ils ont dit allez, c'est bon. Voilà, Aubameyang éclaté au sol, une des pires recrues de Marseille, je crois. N'importe quoi d'avoir pris ce joueur-là qui est complètement effacé depuis un moment, mais... Il y a un manque de talent à Marseille, c'est indéniable. Franchement, moi je vois pas un joueur sortir du lot. Peut-être Kondogbia qui a été plutôt intéressant, et puis Vertou qui a pas été dégueu, mais ouais, Vertou. Sinon, c'est pas terrible. Et encore Vertou, je suis un peu gentil, mais c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Il y a un manque de talent, c'est sûr. C'est sûr. Donc on va passer au débrief. C'est une première mi-temps très tactique, très fermée, très dure, où il y a beaucoup de contact, beaucoup de physique. Notre animation offensive étant fantomatique, c'était un peu compliqué de marquer. Il y a un moment donné, on était tous frustrés en tribune parce qu'il faut tirer, bordel de merde, faut tirer. Ils voulaient rentrer dans le but avec le ballon alors qu'on a des occasions, on déstabilise quand même leur bloc parce que dans les enchaînements défense-milieu de terrain, on les mettait à mal. Clairement, El Ainaoui a régné sur le milieu de terrain où il a été très bon, il a mis une leçon à Kondogbia, faut quand même le dire, c'est pas évident parce que Kondogbia c'est quand même niveau Europe normalement. Et arrivé aux 30 derniers mètres, les deux milieux de terrain offensifs que sont Sotoka et Tobasson ont été et pas du tout inspirés. Et le problème c'est que ça a déstabilisé un peu l'équipe. Moi, je trouve en première, où au lieu de tenter des grosses frappes, on a tenté des combinaisons dans la surface pour se retrouver à 3 cm de Paul Lopez pour l'allumer et être sûr de marquer, mais ça n'a pas marché du tout, puisqu'à chaque fois, il y avait un pied marseillais, au bout de 3 ou 4 combinaisons, c'est fini, tout se refaire, mais la première mi-temps, ça n'a été que ça. Alors, je dis pas que c'est je suis d'accord avec Francaise, le match était pas triste, c'est juste qu'il était gâché par un déchet technique et un manque d'audace offensive criant des deux côtés. Même si Amin Harit a été très remuant, j'ai oublié de parler d'Amin Harit qui a été plutôt intéressant. Voilà, c'était vraiment du bas de niveau, comme la Ligue 1 l'est depuis quelques semaines, où on a l'impression que ça a du mal à décoller, et surtout, je pense qu'il y a 18 clubs, et j'ai l'impression que ça perturbe cette Ligue 1, où il y a très peu d'écart entre le premier relégable et la 10e place, et ça sclérose tout le monde. Maintenant, ça peut être très bénéfique pour ceux qui font des séries, c'est-à-dire que s'il y a 6, 7, 8 équipes qui enchaînent les victoires, il y aura clairement une coupure entre le top 10 et le reste de la Ligue 1, où il n'y aura plus de championnat, quoi. Ça va jouer dans une course de fond avec 7 ou 8 équipes, c'est déjà le cas. Le podium, c'est Monaco, Paris, Nice. Je pense que ça va être compliqué. Il y a plus de 10 points d'écart. Il y a 10 points d'écart entre le premier et le 6e. Je pense que ça va être très très compliqué. Maintenant, il n'y a que 4 points entre Lens. Il y a que 4 points entre Lens et la 4e place barrage pour la Ligue des Champions. Ce qui veut dire que rien n'est joué. Par contre, de l'autre côté, c'est assez serré aussi. Il doit y avoir 5 ou 6 points, je crois. Il y a 5 ou 6 points
entre le barragiste, je crois, et Lens. Donc c'est hyper serré, mais ça va se décanter. Je pense que ça va se décanter parce que de toutes les façons, si Lens enchaîne des victoires et que derrière ça patauge comme des smoules, ils vont semer tout le monde. Donc il faut qu'on continue, il faut qu'on enchaîne. Faudrait faire 2 ou 3 victoires d'affilée pour être sûr de plus parler de la zone de relégation, parce que derrière ça c'est un point par match, c'est catastrophique en vrai. Il y a plein d'équipes, c'est un point par match, donc c'est voilà, et les victoires tout de suite tu prends 2 points d'écart, 2 points d'avance. Donc ça va très vite, l'écart peut très vite se creuser. Et au moins on aura évacué la pression de tout ça. Et puis je fais en même temps, la conclusion, enfin la projection. C'est pas grave, hein, on peut mélanger les trucs. Et puis en deuxième, on va passer à la deuxième mi-temps. À la deuxième mi-temps, en fait, Marseille est un peu sorti de sa caverne en se disant bon bah ça fait 0-0, c'est cool, on va essayer de tenter le coup. Ça a duré 10 minutes. Hein. Ça a duré 10 minutes. Quand ils ont compris qu'ils allaient manger un mur, ils ont arrêté tout de suite. Et nous, derrière, ça nous a je vais pas savoir le dire. Ça rasséréné, voilà. Nous, on dit ça chez nous. Je sais pas si dans le Nord, on le dit. Ça nous a rasséréné. Ça nous a regalvanisé, reboosté. Je sais pas si ça se dit dans le 62. Je suis désolé, hein, mais je suis pas du 62. Alors j'ai peut-être des expressions qui sont pas de chez vous, les gars. C'est comme ça. Mais comme ça nous a rasséréné, on a été plus entreprenant. Et tout de suite, Francaise fait les coachings. Et je trouve que les coachings ont été bons parce que les 2 milieux de terrain qui ont été pas bons, ils sont sortis pour la rentrée de Guy Lavogui et Tfudjini, si je dis pas de conneries. Guy Lavogui rentrant sur un côté. Le problème, c'est que du coup, tout s'est joué sur Fujini, puisque Guy Lavogui a fait une entrée plus que médiocre. Mais il y avait plus d'animation. Et plus d'animation. Et au final, il fait sortir Eli Wahi pour faire rentrer Wesley Saïd. Et puis Pereira da Costa finit par rentrer aussi dans un système un peu hybride. Où on est un petit peu dans un autre système avec deux milieux de terrain un peu plus bas et puis une espèce de Guy Lavogui entre le milieu de terrain et puis Wesley Saïd. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans la foulée, il y a une grosse accélération des PDC. Il y a un corner. Franchement, il est pas bon le corner de Klose. Il doit jamais faire la tête là. Il se loupe un peu dans sa tête et sur le corner but. En toute fin de match, pour bien mettre la tête sous l'eau aux Marseillais qui ont dû encaisser très difficilement ce but-là. Les 4 dernières minutes, il y a une très grosse occasion où clairement Aubameyang fait n'importe quoi parce que il fait un tacle les 2 pieds en avant. Je sais pas, il a peut-être peur du retour de Danso, je sais pas, mais bon, c'est éclaté au sol, il doit la mettre au fond. Hein. Bref, il y a victoire lensoise, le match nul aurait peut-être été plus logique, mais en tout cas, on a réussi à remporter ce match-là, qui était pour moi importantissime pour la suite du championnat. La conclusion, c'est qu'on a 3 points, qu'aujourd'hui on est 6ème et donc européen en l'état, puisque la 6ème place est obligatoirement européenne, puisqu'il y a 4 places en Ligue des Champions, une place en Europa League et une place en Conference League. Alors je sais pas si c'est les barrages ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, on a lancé véritablement notre saison en gagnant le premier match face à un gros de Ligue 1, puisqu'on avait perdu tous les autres, puisqu'on a fait 2 matchs nuls face à Rennes et face à Lille. Donc voilà, il fallait bien qu'on gagne quand même face à un top 5, si on peut se permettre de dire ça. Il y aura encore Nice à affronter, bien sûr, et Reims, qui sont 2 gros morceaux de cette Ligue 1 2023-2024. La projection, c'est qu'on a lancé peut-être aussi un nouveau cycle qui va être coupé par une trêve internationale, mais cette victoire va faire beaucoup de bien, il y a beaucoup de choses à travailler. Moi je crois en ce groupe, même si pour moi ce groupe est issu d'un mercato qui a été foiré dans le timing. Je pense que Francaise peut en tirer quelque chose. Maintenant, il faut qu'il change des hommes derrière Eli Wahi. Pour moi, Fujini est la solution la plus crédible pour créer des choses. Un duo Fujini-DPDC, c'est hyper intéressant au niveau technique, mais défensivement, on perdra beaucoup. Même si Fujini a fait beaucoup de choses intéressantes au niveau récup ballon. Maintenant, c'est surtout Elan Aïwi qui a gagné beaucoup de points et qui, pour moi, a de grandes chances de démarrer d'autres matchs. Et même quand il va les finir, il sera sûrement prioritaire par rapport à Andy Diouf qui va devoir... pardon.
qui va devoir montrer beaucoup plus pour exister dans cette équipe, parce que ça va être très compliqué. Francaise va devoir se gratter un peu la tête pour savoir qui il va mettre à côté d'Abdul Samed ou Nampalis Mendy. Alors la blessure de Nampalis Mendy, je connais pas la durée, mais c'est musculaire, donc on va pas le voir tout de suite. Et voilà, Danso, il avait un énorme bandage avec une poche de froid à la fin du match, donc il doit avoir une énorme entorse ou un très gros coup sur la cheville à suivre. Mais il y aura des examens de fait au début de la semaine, on aura plus d'informations à ce moment-là, en espérant que l'absence soit pas trop longue, mais il y a Kuzanov, donc moi je suis pas inquiet, quoi, parce que Kuzanov c'est très fort, très fort, mais on va plus le voir beaucoup, Kuzanov, parce que si ton trio légendaire est à ce niveau-là, il va très peu jouer. Francaise ne touche que très rarement à sa défense centrale, à part suspension ou blessure, donc on va pas voir beaucoup Kuzanov, on le verra en coupe, je pense. Mais voilà, après c'est plutôt bon signe, hein, on va pas se plaindre, mais pour moi Kuzanov est l'avenir de cette équipe. Il va avoir un an pour apprendre les principes de jeu lensois, et puis s'adapter à la vie européenne occidentale, mais il a le sourire, je le trouve plus détendu, il a l'air d'être, comment dire, il a l'air d'être vachement intégré, et je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant, parce qu'il est hyper complet. Donc voilà, c'est une bonne chose. Elle a été dure, mais elle fait du bien celle-ci. Elle est clairement pas la plus jolie des victoires, mais elle est l'une des plus importantes cette saison. Il y a eu des bonnes choses dans l'implication défensive, des beaucoup moins bonnes dans celle offensive, et on attend beaucoup mieux que ça. Le mercato d'hiver va être extrêmement important. J'en reparlerai, je ferai une vidéo mercato début du mois de décembre, où j'aurai pas mal d'infos sur du milieu de terrain offensif et de l'attaquant suivi. Ça va être intéressant à regarder. Et clairement, bon, on a parlé de Koita, l'attaquant du Red Bull Salzbourg. C'est assez, d'après ce que j'ai compris, c'est assez fragile. C'est un joueur qui se blesse souvent, mais c'est un beau potentiel. Il y a d'autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui sont suivis. On en parlera bientôt. Parce que le mercato hivernal risque d'être très intéressant du côté de Lens, qui va très vite s'activer pour un attaquant, voire un milieu de terrain offensif, en espérant qu'Oscar Cortés reste, parce qu'il a signé un contrat de 5 ans. Bon, mais je pense qu'il va rester, à moins qu'il soit prêté en Colombie, mais je pense qu'il faut exploiter ce jeune garçon-là, au moins en coupe, pour qu'il monte des choses. Mais voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui travaille bien l'entraînement. Alors il a été victime d'un coup au tibia, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, il faut y arriver, il faut résister et y croire en tout cas. Mais c'est bien, c'est bien. C'est c'est un bon résultat pour le club. Voilà, clairement. Et le derby, les jeunes ont fait 2-2, je crois. Noah Di Liberto a marqué. C'est pareil, Noah Di Liberto, c'est quelqu'un qui est encore jeune. Hein. Il doit avoir 23-24 ans, si je dis pas de conneries. Il est entre 22 et 24 ans, ce joueur-là. Moi, je l'avais trouvé très intéressant avec Valenciennes. Il n'a pas été conservé, il est arrivé à Lens. Il a déjà marqué un but en N3 depuis son arrivée. Il est arrivé sur le tard. Hein. Noah Di Liberto, d'ailleurs, il a signé libre. Ça peut être une solution crédible aussi, hein, parce qu'il va y avoir des départs à la canne. Je pense que Noah Di Liberto intégrera le groupe. Je pense aussi qu'Oscar Cortés de toute façon partira pas, parce que comme Guy Lavogui va sûrement aller à la canne avec le Sili national, il va encore manquer un joueur. Donc s'ils recrutent un attaquant au final, ils ne feront que remplacer Guy Lavogui. Donc je l'espère. Moi j'aimerais bien qu'Oscar Cortés reste, parce que je pense qu'il a du talent. Voilà, il a du talent. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. Merci beaucoup pour vos commentaires, comme d'habitude. On se voit très bientôt pour le prochain match, après la trêve internationale. Je sais, beaucoup m'ont dit achète un maillot de l'équipe de France et fais la campagne de l'Euro 2004. Ah, je me tâte de plus en plus. Franchement, j'ai envie de le faire. Ça commence à me hype. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Moi, je vais m'acheter un beau maillot, hein, mais ça me hype. J'ai envie. Parce que je trouve que ça peut être sympa. Il y a une plus grande distance, quoi. Il y aura une plus grande distance par rapport à l'équipe de France, même si j'adore l'équipe de France. C'est pas mon club, mais je suis un fanat de l'équipe de France. Je pense que tout fanat du foot aime son équipe nationale, pour moi, à part les clubistes. Mais je pense que je vais le faire. Sur ce, je vous dis ciao. Salut à tous!